première scène se passe dans un hangar. Les photographes s'activent, les premiers clients arrivent bien apprêtés, maquillés. L'objectif est de prendre une photo devant le jet privé avant de monter à bord. Et tout l'art consiste à monter par l'escalier et à embarquer tout en regardant l'objectif du photographe. À l'intérieur, on s'accoude à une table en bois laqué. On boit un dernier cocktail avant de redescendre. Le jet privé ne décollera pas aujourd'hui. Il n'y a pas de pilote à bord. Il sert juste de décor pour des shootings ou des tournages. Les starlets à bord postent ensuite les clichés sur les réseaux sociaux pour faire croire à des vols en jet privé. Un symbole de richesse pour impressionner leur communauté et pour quelques minutes et quelques centaines d'euros, avoir l'impression d'être les reines et les rois du monde. L'aviation de luxe reste le symbole d'importantes inégalités sociales. Pour tout le trafic aérien, 1% de la population mondiale est responsable de 50% des émissions de l'aviation commerciale. Ce soir, nous allons surtout parler de l'aviation d'affaires, soit 9% du trafic en Europe, selon le lobby européen EBA, le plus puissant du secteur. Ce soir, nous allons vous faire des révélations sur les trajets en jet privé de dirigeants du sud de la France. Des informations jamais encore dévoilées, que nous vous réservons pour la scène de Médias Vivants. Au niveau politique, il y a bien eu des tentatives d'interdire les jets privés. Souvenez-vous, c'était en 2023. La proposition de loi des écologistes n'a finalement pas été adoptée. Et dernièrement, dans le nouveau gouvernement, la nouvelle ministre chargée de l'énergie, Olga Givernet, a fait une partie de sa carrière dans l'aéronautique et, tenez-vous bien, dans l'aménagement des intérieurs des jets privés. Pour les défendre, le lobby européen de l'aviation d'affaires, le BA, représente plus de 700 entreprises. On va voler plus, mais plus vert, résumerait bien leur communication. Ce qui choque le plus les citoyens, c'est que les jets privés ne suivent pas les mêmes règles que les vols commerciaux. Depuis 2023, les vols commerciaux ne peuvent plus faire des trajets en moins de 2h30 s'il y a un équivalent en train. Les jets privés en sont pour l'instant exemptés. Dans un guide du lobby de l'aviation d'affaires, il donne le maître mot pour diffuser, je cite, un récit positif auprès des décideurs et du grand public. Pour eux, il faut présenter les jets privés maintenant comme des taxis volants pour gagner du temps et signer des contrats, et non plus comme des transports de luxe. Nous avons d'ailleurs invité ce lobby de l'aviation d'affaires ce soir pour répondre à des questions face à vous, sans réponse. L'année 2024 devrait battre tous les records de trafic aérien avec 5 milliards de passagers. Plus qu'avant la pandémie de Covid-19, selon l'Association internationale du transport aérien. Pour vous donner un aperçu de l'état du ciel, regardez cette carte du trafic le 4 septembre à 18h18 sur le site public ADSB Exchange. La France est la championne de l'Union européenne des jets privés, en nombre de vols et en nombre d'émissions de CO2. Cela vient d'un rapport de 2023 de Greenpeace, qui demande l'interdiction totale des jets privés. Si on se rapporte à l'empreinte carbone par passager, un vol en jet privé, c'est 14 fois plus polluant qu'un vol de ligne classique et jusqu'à 50 fois plus polluant qu'un trajet en train, selon la fédération d'ONG Transport et Environnement. Au sol, des associations et des citoyens traquent ces vols en jet privé, qui sont des sources de nuisances, notamment grâce à des données en source ouverte, qu'on peut voir sur les sites ADSB Exchange ou encore Flight Radar. Vous avez peut-être entendu parler du compte Instagram L'Avion de Bernard. Au départ, c'était le collectif Mémoire Vive. C'était la première action du collectif Mémoire Vive, qui sont deux jeunes data analystes qui dénoncent les injustices sociales et gouvernementales. Ils avaient analysé les trajets en jet de Bernard Arnault. Bernard Arnault, le puissant patron du groupe de luxe LVMH, est l'un des hommes les plus riches du monde. Et au départ, il s'était inspiré du travail d'un étudiant américain qui s'appelle Jack Sweeney et qui avait été connu pour traquer le jet d'Elon Musk, qui est le patron de Tesla, de SpaceX. Et il avait aussi traqué, par exemple, l'avion de la chanteuse Taylor Swift. Ils tiennent à rester anonymes, on va les écouter. On a découvert ce que faisait Jack Sweeney. Il suivait des yachts et des avions, mais il calculait absolument pas l'empreinte carbone liée
à tous ces trajets. Et donc c'est là qu'est née l'idée. On a cherché sur quelles personnes on pourrait se focaliser. On s'est dit, la première fortune de France, c'est parfait. On a commencé à regarder les résultats, quoi que ça produisait, et c'était faramineux. Donc on s'est dit, c'est super intéressant de le partager à plus de monde que juste nous dans notre salon. Ce qu'il faut savoir d'un chiffre qui est intéressant, un vol en jet privé pour un passager, c'est 10 à 15 fois plus de CO2 dans l'atmosphère qu'un vol commercial, qui déjà émet beaucoup de CO2 par rapport à d'autres moyens de transport moins polluants. Nous, ce qu'on a voulu montrer, c'était les inégalités, l'injustice climatique en fait. Surtout que quand on a publié pour la première fois et qu'on a créé ce compte Instagram, il y avait tout un débat autour des petits gestes, réduire le chauffage, mettre la machine à laver à 30 et pas à 40. Et donc je pense que c'est aussi pour ça qu'on a eu pas mal d'échos. C'est parce que en face, en fait, il y avait des milliardaires qui prenaient leur jet privé pour faire des mini-trajets Paris-Londres ou Paris-Dijon, même plus petits encore. Il y a souvent des destinations qui sont plutôt exotiques, par exemple quand ils vont vers Miami ou vers des îles, il y a des îles privées parfois, il y a... Oui, c'est ça. Enfin, il y avait un vol régulier que faisait l'avion de Bernard Arnault, c'était vers les Bahamas, puisque la famille Arnault possède une île privée aux Bahamas, pour passer le jour de l'an, sans doute, sur la plage. Et l'impact a été fort, puisque Bernard Arnault a annoncé vendre son jet après leur révélation. Pour mener notre enquête, nous les avons contactés, avec les autres journalistes du collectif We Report, pour mener une série d'investigations intitulée Dirty Sky. Pendant des mois, nous avons travaillé sur les données de 50 jets privés en France, parmi les plus pollueurs, d'abord pour le site d'investigation Mediapart. En tout, on a analysé environ 11 000 vols, entre mai 2023 et avril 2024. Au final, ces 50 jets privés ont fait 272 fois le tour de la Terre en seulement un an. Et puis, il a fallu retrouver tous les propriétaires. On a d'abord fouillé dans le registre de la Direction générale de l'aviation civile. On a ensuite fait des multiples recoupements journalistiques pour retrouver tous ces usagers. Avec le collectif Mémoire Vive, on a par exemple retrouvé l'avion de la famille Pinault, qui est la 7e fortune de France, qui est à la tête du groupe de luxe Kering, qui possède les marques Gucci ou Balenciaga. On a aussi retrouvé les avions de Total, on a aussi retrouvé l'avion du PDG du Football Club de Nantes. Et puis on a calculé leur empreinte carbone, comme on peut le voir sur cette infographie. Les 3 premiers jets de notre liste, ceux d'AXA, de Total Energy et de la famille Pinault, ont consommé, tenez-vous bien, 4 siècles d'empreinte carbone d'un Français moyen en seulement un an. Alors pourquoi on dit équivalent carbone ou CO2e comme on voit ici? En fait, cela nous permet d'inclure l'empreinte carbone réelle d'un jet privé en calculant aussi les traînées de condensation. Vous savez, c'est les traînées blanches que l'on voit tous dans le ciel. C'est un calcul qui est recommandé par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Et en fait, quand on prend en compte ces traînées, cela double le calcul. Pour compliquer la tâche, il a fallu aussi avec Mathieu qu'on sache si ces jets privés utilisent du SAF. Le SAF, c'est du carburant d'aviation vendu comme durable. Total, par exemple, nous a répondu l'utiliser pour ses jets. Et d'ailleurs, le lobby de l'aviation essaie de se montrer plus vert avec ce carburant. Je cite le BA, « L'aviation d'affaires reste à la pointe de l'innovation, montrant l'exemple en adoptant les carburants d'aviation durables. Pour le futur, le secteur veut même, je cite toujours, devenir le héros des émissions zéro carbone. » Pourtant, ce carburant n'est pas encore suffisant ni accessible partout pour diminuer l'ensemble du trafic. Le trafic doit être réduit, régulé selon tous les experts. La preuve, en prenant en compte ce carburant et donc en diminuant l'empreinte carbone avec ce SAF, Total reste le 2e dans notre liste des avions les plus pollueurs. Et puis dans les exemples frappants, on a aussi trouvé avec Mathieu un vol qu'on va vous montrer, le vol Tokyo-Paris, effectué par la famille Pinault toujours. Ce simple vol en jet a émis l'équivalent de 16 ans d'empreinte carbone d'un Français moyen. Alors, retrouver les propriétaires de jets, évidemment, ce n'est pas une mince affaire. Les engins sont souvent au nom de sociétés indépendantes, de holdings, de filiales, parfois à l'étranger. Par exemple, Patrick Drahi, le patron du groupe de télécommunications et médias Altis, a son jet privé immatriculé en Autriche. Alors, pourquoi l'Autriche ?
parce que ce pays permet l'anonymat des propriétaires de jets. Face à la polémique, certains ont revendu leur jet privé, comme Bernard Arnault l'a expliqué, pour ne plus être pistés, d'autres par une soudaine conscience écologique. Le 28 mai dernier, nous nous sommes rendus au plus gros salon de l'aviation d'affaires en Europe, qui s'appelle l'IBAS à Genève. Comme on peut le voir sur cette photo d'Alberto Campi, on retrouvait des stands de grands constructeurs français comme Dassault avec ses Falcon. Et dans les allées du salon, le mot sustainability, durabilité en français, était partout. Comme on peut encore le voir sur cette photo du stand de Textron, un constructeur américain. Mais la décarbonation tant vantée du secteur touche peu les jets privés. En 2023, plusieurs pays européens, dont la France, les Pays-Bas et l'Autriche, ont demandé de mieux réguler, de mieux taxer les vols en jet privé. Le problème est que la Commission européenne n'a pas suivi. Pour l'anecdote, le journal allemand TASS a révélé que la présidente de la Commission européenne en personne, Ursula von der Leyen, a effectué près de 60 trajets en jet privé en 2021 et 2022, et parfois sur des courtes distances comme des Bruxelles-Strasbourg. À Genève, le lobby de l'aviation d'affaires EBA était bien sûr représenté. Et on n'a pas manqué de s'arrêter à leur stand. Lors d'une interview à Bruxelles, le lobby a défendu mordicus les jets privés avec notre confrère de WeReport Robert Schmitz. Nous ne sommes pas des pêcheurs climatiques, aime à dire son secrétaire général Holger Kramer. Connu pour avoir tenu des propos climato-sceptiques par le passé, il estime que la polémique sur les jets privés est, je cite, un non-sens idéologique. Et il insiste. Pour lui, la filière s'est engagée à zéro émission d'ici à 2050, notamment grâce aux innovations technologiques et aux fameux carburants durables. Mais grâce à un intense lobbying en coulisses, les petites compagnies de jets ou les propriétaires qui ne volent pas quotidiennement seront exemptés d'utiliser ces fameux carburants durables dans les prochaines années au niveau européen. Des carburants verts pour survoler le littoral si convoité de la Côte d'Azur. On s'est rendu compte avec Mathieu et Mémoire Vive dans nos données que les trajets Paris-Toulon, Paris-Nice ou Paris-Cannes étaient parmi les plus courants. Nice est le deuxième aéroport, un des deux plus grands aéroports d'affaires avec le Bourget et compte environ 35 000 mouvements de vols privés. On va retrouver nos data analystes de Mémoire Vive qui ont fait le même constat. On a essayé de recenser à un moment dans l'histoire du compte les vols les plus absurdes ou les plus choquants. Et on s'est rendu compte que dans cette région-là, en fait, surtout l'été, du coup, ça va à l'encontre du fait que les jets privés sont utilisés pour le travail. Enfin, c'est un des commentaires qui nous est fait à chaque fois. Et là, on a essayé de montrer les vols qui, justement, n'étaient pas faits pour le travail. Et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de vols entre Nice, Cannes. Il n'y a aucun effort qui est fait par ces gens-là pour arrêter de prendre le jet privé. Même les vols les plus faciles à faire en train ou en voiture, ils ne sont pas faits. Les vols les plus courts sont en effet enregistrés entre Nice et Cannes. Deux villes à seulement 30 km de distance. Des sauts de puce, comme on dit dans le milieu. Alors bien sûr, nous avons contacté le groupe des aéroports de la Côte d'Azur qui a refusé notre invitation, mais son directeur de la communication, Aymeric Staub, a répondu à quelques questions. Alors pour lui, ces sauts de puce sont des vols à vide sans achat de billets pour repositionner des avions ou aller chercher des clients. Je le cite, « C'est comme si vous réservez un taxi, vous demandez qu'il vienne vous chercher là où vous êtes ». Il confirme qu'il existe ainsi entre 300 et 400 sauts de puce entre Nice et Cannes selon les années, environ un par jour. Et puis en travaillant sur ces données, on s'est rendu compte et on a retrouvé des jets privés utilisés par des hommes d'affaires et par des compagnies qui pourtant vantent leurs efforts en matière de décarbonation ou de RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Pour commencer, nous avons identifié ces derniers mois le jet de la famille qui est à la tête du groupe Nicolin, le groupe de traitement de déchets. Ils sont connus aussi parce qu'ils sont à la tête du club de foot de Montpellier. Et puis on a retrouvé le jet de la famille Chambon, qui est dans le top 500 des fortunes françaises et qui possède, eux, les centres commerciaux Polygone à Montpellier ou à Cagnes-sur-Mer. Ou encore le jet privé de Rani Assaf, le président du club de foot de Nîmes et un ancien bras droit de Xavier Niel chez Free. Alors nous les avons contactés et ils n'ont pas répondu à nos questions. Mais nous avons creusé davantage.
on a retrouvé le jet privé d'un homme d'affaires bien connu à Marseille et dans le monde, Rodolphe Saadé, le patron de la CMA-CGM, troisième armateur mondial, l'une des plus grandes fortunes de France, qui vient de racheter BFM. Cela n'a encore jamais été médiatisé, nous vous l'avons réservé pour vous ce soir à Média Vivant. Le jet privé de la CMA-CGM est un bombardier Global 7500 d'une valeur de plus de 60 millions d'euros. Il est immatriculé en Autriche, un pays qui permet l'anonymat des propriétaires de jets, mais grâce à des recoupements et à diverses sources, nous avons pu l'identifier et relier cet avion au puissant armateur marseillais. Grâce aux spotters aussi, malgré eux, les spotters, ce sont ces passionnés d'avions qui se mettent aux abords des pistes, des aéroports et qui prennent en photo les plus beaux jets qui arrivent. On a ainsi retrouvé l'avion aux abords de Marseille ou d'Athènes aux dates qui correspondaient à nos données. Alors pour des questions de droit, on ne peut pas vous montrer ces photos ce soir, mais on va vous montrer à quoi ressemble ce jet sur le site même du constructeur. L'avion de la CMA-CGM a fait par exemple un vol Marseille-Pékin le 29 février dernier, lorsque Rodolphe Saadé rencontrait le vice-président chinois le même jour à Pékin. Une semaine plus tôt, le 20 février, l'avion est à Riyad. Et le lendemain, le ministère saoudien de l'investissement annonce signer un accord avec la CMA-CGM. Le 16 janvier, Rodolphe Saadé rencontre le président égyptien Al-Sisi. Et le même jour, l'avion décolle du Caire pour Marseille. Ce jet est capable de faire des longues distances, comme des vols vers le Liban, puisque la famille Saadé est originaire du Liban, mais aussi des vols vers Abu Dhabi, Washington ou encore Riyad. Comme on peut le voir sur cette infographie, on a calculé ces trajets. Entre mai 2023 et avril 2024, l'avion de la CMA-CGM a effectué 129 trajets qui ont émis 2468 tonnes d'équivalent CO2. Et cela représente 274 ans d'empreinte carbone d'un Français moyen en seulement un an. 274 années. Cet usage du jet privé de la CMA-CGM interroge quand on sait qu'en même temps, l'entreprise vante sa politique de décarbonation et veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 80% d'ici 2040. Alors, le groupe CMA-CGM n'a pas répondu en détail à nos questions, mais ils nous ont fait cette réponse qu'on va vous montrer en intégralité. Cet avion est utilisé à titre professionnel par les équipes de direction du groupe CMA-CGM. Cette utilisation est requise dans la mesure où l'aéroport de Marseille-Provence-Marignane propose peu de vols commerciaux pour les destinations citées par exemple. Signé le groupe CMA-CGM. Précisons à ce stade que dans nos données, nous avons réalisé que le jet privé utilisé par l'entreprise de Rodolphe Saadé fait régulièrement des vols Paris-Marseille, des vols courts, directs, bien couverts par les vols commerciaux ou par le train. Le jet de la CMA-CGM fait parfois des escales à Saint-Tropez, non loin de Hyères. Il faut savoir que la Côte d'Azur est une longue piste d'atterrissage pour les jets privés. D'ailleurs, l'aéroport de Nice se présente comme le deuxième aéroport d'affaires en France. L'aviation d'affaires représente 18% des mouvements sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu et représente 40% des mouvements sur l'aéroport de Nice, selon le porte-parole du groupe des aéroports de la Côte d'Azur. Pour en parler, nous accueillons sur scène Albert Dauphin, président de l'Association de défense contre les nuisances aériennes. Si vous voulez bien nous rejoindre. Bonsoir Albert Dauphin, merci de nous avoir rejoints ce soir pour ce sujet qui vous tient à cœur. Alors, expliquez-nous la première action de votre association qui a été d'équiper en fait en capteur et en sonomètre la zone pour calculer les nuisances dues à l'aéroport de Cannes. Ça marche. Ça marche. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à tous. Je vais essayer de répondre donc à vos questions. Je suis responsable d'une association, de l'association de défense des riverains de l'aéroport de Cannes-Mandelieu et je vais vous répondre du mieux que je peux à vos questions. Nous avons mis en place... Au début, nous n'avions aucune information de la part de l'aéroport quand nous nous plaignions. Nous étions traités, bien évidemment, comme nous sommes tous
tous les responsables d'associations sont souvent à la retraite. Nous étions traités de vieux machins qui n'avaient rien à faire et d'embêter les gens qui travaillaient sur l'aéroport. Et tout ce que nous disions était sujet à caution parce qu'on n'avait pas de données chiffrées. Bon, à force de passer pour des vieux couillons, on a essayé de montrer quand même qu'on avait, nous aussi, fait quelques études et puis on avait aussi un passé professionnel. Et on a commencé à mettre en place des systèmes de mesure. Alors, le premier système qu'on a mis, c'est pas celui que vous avez parlé, c'est un système tout bête, c'est un système de mesure des plaintes, de mesure de la gêne qui est apporté par les avions. Avant, il y avait un système qui était labyrinthique et qui avait été mis en place par l'aéroport, où les gens pouvaient se plaindre en disant « cet avion est passé là, il me gêne, etc., il fait trop de bruit ». Mais c'était tellement compliqué que personne ne faisait de plainte. Et l'aéroport disait dans des réunions officielles, bah, écoutez, on ne gêne personne puisqu'il n'y a pas de plainte. Donc on a mis en place, nous, un système informatisé où finalement les gens maintenant font une plainte sur leur portable, ils disent exactement qu'ils s'identifient, bien évidemment, c'est pas neutre, ils disent leur nom, où ils sont, qu'est-ce qu'ils ont vu, un avion, un jet, un hélicoptère, etc., à tel endroit, et ce qu'ils en pensent. Ça part sur notre association qui l'envoie directement à l'aéroport. Et on arrive comme ça à avoir des plaintes, non seulement qui vont toutes à l'aéroport, mais dont nous avons la trace. Et en fait, on est arrivé à un système de plaintes où dans l'année, il y avait des fois 30 000, 40 000 plaintes qui étaient faites auprès de l'aéroport. Donc le premier point, on gêne personne parce qu'il n'y a pas de plainte, celui-là, il a été terminé. Ensuite, l'autre point, c'était, bah, écoutez, vos avions, ils font beaucoup de bruit. Et les gens nous disaient, non, nous on fait des mesures, nos avions, ils sont bien équipés, etc. Il y a des silencieux, il y a ce qu'il faut. Sur les jets, ils sont modernes. Et donc, tant qu'on n'avait pas de données chiffrées, ben, on était un peu coincé pour répondre. Donc on a mis en place un système, un réseau de microphones, en fait, de microphones un peu spéciaux, hein, à différents endroits des trajectoires des jets, et qui nous permettent de mesurer pour chaque jet, quand il passe, son volume sonore en dB, et on a tout un historique maintenant des bruits, et on se rend compte que effectivement un jet, ben, quand ça vous passe au-dessus de la tête, surtout qu'à Cannes-Mandelieu, les jets ils atterrissent, ils arrivent de la mer, mais ils font une grande boucle au-dessus de la terre à très basse altitude, à moins de 600 mètres sur la première partie, et ensuite ça descend encore. Et ça, c'est l'altitude, parce que si on parle de hauteur, comme c'est quand même très, très vallonné, on se retrouve à des hauteurs qui sont parfois très faibles. Et donc là, maintenant, on a ce système-là, et on se rend compte qu'on a des valeurs qui sont extrêmement importantes. À certains endroits, une ville qui est survolée par tous les jets, qui s'appelle la Roquette-sur-Siagne, quand on fait les accumulations de vol, on trouve un indicateur qui s'appelle le LDN. C'est une somme des bruits ponctuels, parce que bon, en avion c'est un pic de bruit, donc on fait une moyenne. Cette moyenne dépasse les recommandations de l'OMS en ce qui concerne la santé. Et il faut savoir que ce couloir, il passe au-dessus des écoles, etc. Donc on a mis en place tout ce système-là, et donc on peut discuter maintenant de façon... on nous prend au sérieux quand on discute de ces choses-là. Alors, c'est pas le seul système qu'on a mis en place. On a plein de questions, il va falloir faire des réponses un peu plus courtes. Je suis désolé, oui. Mais c'est un passionné. Les jets sont les plus bruyants, avec des pics au moment du Festival de Cannes ou du Grand Prix de Monaco. Combien recensez-vous de mouvements de jets? Alors, vous l'avez peut-être déjà un petit peu dit, hein, et d'hélicoptères par an sur la zone, si vous avez un chiffre exact. Oui. Sur une année, en fait, mettons l'année 2023, le trafic total en nombre de mouvements sur l'aéroport de Cannes-Mandelieu est supérieur à 70 000 mouvements. 73 000 et des poussières, je crois. Ça se répartit entre... Il y a eu 13 000 mouvements de jets. Il y a eu 12 000, à peu près à 13 000 mouvements d'hélicoptères. Et il y a eu plus de 45 000 mouvements
de petits avions d'aviation légère, monomoteurs ou bimoteurs. Si ça se répartit, ça à peu près 60%, 40% sur ces 45 000 entre des écoles de pilotage et puis les gens qui viennent avec leur avion. Alors, en plus de ces nuisances du trafic, est-ce que vous avez aussi remarqué des pratiques abusives, des infractions par rapport à ce qu'ils devraient faire ? Ben, on a aussi mis en place donc un système de mesure de trajectoire. Donc on a pris des capteurs ADS-B pour les jets qui nous permettent de suivre non seulement les bruits, mais de tracer toutes les trajectoires des jets. Et on a aussi mis en place un système qui est un peu plus complexe pour les petits avions parce qu'ils sont dans des bandes de fréquences pour les transpondeurs qui sont un peu différentes. C'est des transpondeurs bande S et il faut faire une triangulation pour trouver leur position en temps réel. Donc, les aberrations, il y en a des tas. En fait, il y a très peu de choses qui sont punissables quand les pilotes ne respectent pas ce qui est prévu dans la réglementation. Sur calmement de lieu, pour les jets, par exemple, il est prévu, donc comme je vous disais, ça fait une boucle au-dessus de la Terre. La première partie de la boucle doit se faire à 2000 pieds. 2000 pieds, ça fait à peu près 600 mètres. Les avions la respectent à peu près, mais il faut savoir qu'avant, on s'est battu pour faire remonter cette limite de 1800 pieds à 2000 pieds, mais que l'administration a décidé de pénaliser les pilotes simplement quand ils sont maintenant en dessous de 1600 pieds. Donc on considère qu'on s'est un petit peu fait avoir dans cette manipulation, quoi. Et c'est à peu près la seule chose qui est défendue, sauf si ils sont hors des créneaux horaires où l'aéroport accepte de les recevoir. Et s'il y en a une dernière, mais celle-là qui est facile à respecter, c'est qu'il y a une limitation de tonnage pour les jets qui est aujourd'hui de 35 tonnes, ce qui fait déjà des gros avions, un peu comme celui que vous avez montré en dernier. Qu'est-ce que vous demandez au final aux autorités ? Ben, aux autorités, déjà, on leur demande, déjà on leur dit que c'est extrêmement gênant, parce que quand vous avez des avions qui vous passent à quelques centaines de mètres au-dessus de la tête, généralement, on est à Cannes, on est comme ici, hein, on vit entre mai et octobre, on vit à l'extérieur, donc vous êtes obligé de vous arrêter de parler, vous arrêtez de téléphoner, enfin vous mettez tout en suspens pendant un certain temps et on dit assez, c'est trop, il y en a assez, il faut limiter le trafic, 2, il faut trouver des solutions pour que ce trafic devienne beaucoup moins gênant. Et après, on va plus loin et on dit, s'il n'y a pas de possibilité d'amélioration, posons-nous la question de savoir vraiment à quoi sert cet aéroport. Mais ça, c'est peut-être une autre question. Alors ces nuisances, surtout au moment de l'atterrissage et du décollage, touchent en premier les quartiers de la Boca qui bordent en fait l'aéroport de Cannes, qui sont parmi les plus touchés par ces nuisances. Alors l'aéroport de Nice-Cannes se défend en disant que l'aéroport existait avant la création de ces grands ensembles. Vous, qu'est-ce que vous constatez sur les nuisances au-dessus de ces quartiers populaires ? Cette première règle là, qui est annoncée en disant on était là avant vous, c'est une stupidité qui est extrêmement prononcée, parce que autant que je sache, toutes ces communautés, tous ces villages, ils existaient déjà du temps des Romains, et M. Adler n'existait pas encore, et, à part peut-être Icare qui essayait de voler de temps en temps, il n'y avait pas d'avion, donc... Avant qu'il y ait l'aéroport, il n'y avait rien. Donc si on applique une loi du grand-père qui dit celui qui arrivait le premier a le droit de rester, donc l'aéroport n'a pas de justification. Bon, ceci étant, c'était un petit aéroport qui date de 1820, quelque chose comme ça, au début le premier quart du XXe siècle. Il y avait 3 avions en fait à l'époque. Il y avait 3 avions qui faisaient des tours de piste. Enfin, et tout le monde les admirait parce que c'était le début de la technologie. Ça a tellement augmenté que maintenant on en est à avoir des jets qui font 35 tonnes. On a des avions qui tournent en permanence pour des écoles de pilotage. Ça devient insupportable. Pour la Boca.
Non seulement pour la Boca, mais pour les autres villes, parce que les petits avions gênent surtout la Boca et le sud de la ville de Mougins, parce qu'ils ont des circuits qui sont un petit peu plus courts. Sans compter que des fois, pour les écoles de pilotage, ont le droit de faire ce qu'ils appellent des tours de piste. Et un moniteur et un élève qui vont faire une heure de leçon, en fait, ils ont le droit de faire jusqu'à 5 tours de piste, quelle que soit d'ailleurs la qualification bruit de l'avion. Donc, et cela, il passe au-dessus de la Boca. Donc ça, sur la Boca, c'est extrêmement gênant, et sur le sud de Mougins. Mais les autres, ils passent sur d'autres villes aussi. Ils passent sur Cannes, ils passent sur Mougins, ils passent sur Le Canet. C'est une zone qui est très densément peuplée et il n'y a pas de discontinuité dans la population. Il y a quelque chose de symbolique à passer au-dessus des quartiers de la Boca, parce que c'est des quartiers défavorisés. Le symbole est quand même assez fort, des jets privés qui passent au-dessus. Les jets privés, ils ne passent pas vraiment au-dessus de la Boca. Ils passent un tout petit peu plus loin. Et c'est pas ce qui les gêne le plus à la Boca. En fait, ce qui les gêne à la Boca, ce sont les petits avions qui font des tours de piste et qui volent des fois à 100 ou 150 mètres, des fois à moins de 100 mètres d'ailleurs au-dessus du sol. Ils passent au-dessus des marchés, ils passent au-dessus des habitations, des écoles, etc. Oui, les jets, ils passent un tout petit peu plus haut, mais c'est pas leur première gêne. Alors, il y a des efforts qui ont été faits avec des plages de tranquillité, comme l'interdiction des vols de nuit, par exemple. Mais il y a encore des mesures dont sont exemptés les jets. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des pistes d'amélioration ? Les jets, il n'y a pas tellement d'exonération pour les jets. Les jets, ils sont tenus de suivre une trajectoire, d'avoir une certaine altitude et de ne pas dépasser une certaine masse critique. C'est à peu près tout ce à quoi ils sont tenus. Les améliorations, oui, il y en a des tas. On n'en est plus à identifier la gêne ni les possibilités d'amélioration, parce qu'elles ont été étudiées plusieurs fois, et par la DGAC à notre demande, et ensuite par une société privée. On sait qu'on peut très bien améliorer la situation. D'une part, les avions décollent vers la mer, mais ils atterrissent en passant par la terre. Il y a la possibilité de faire atterrir les avions par la mer, parce que là, ça gêne personne. Bon, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut que certains arrivent par la mer et que les autres partent par la mer. Mais ça, c'est un problème de gestion, et celle-là, ça a déjà été acté. Il reste à le mettre en œuvre, et ça fait un moment que ça traîne. Et l'autre amélioration, c'est qu'il y a cette trajectoire qui est la trajectoire actuelle, en fait, elle est sur les zones densément peuplées. Il y a des zones qui sont moins densément peuplées. Bon, ça peut gêner, ça gêne les sangliers, ça gêne les lapins, ça gêne beaucoup de choses, mais ça gêne beaucoup moins de personnes. Donc, c'est une solution qui est préférable. En fait, ça impacterait un tiers de personnes par rapport à la trajectoire classique. Mais ça, c'est pareil, ça, c'est toujours délicat. On sait que ça peut se faire, ça a été prouvé, ça a été essayé. Mais après, ça devient des problèmes qui sont des problèmes politiques, parce que, effectivement, au niveau global, c'est bénéfique pour tout le monde, pour la majorité, mais il y a quelques personnes, c'est très mineur, mais qui n'étaient pas gênées, qui seront gênées, et donc ça crée forcément des problèmes. Attendez, pas chez moi, quoi. Où vous voulez, mais pas chez moi. Alors, je pense qu'il faut préciser quand même, Albert Defin, que vous êtes un ancien ingénieur. Vous avez même été aidé dans l'association par d'anciens pilotes ou contrôleurs aériens. Donc, tout ce système mis en place pour contrôler est fiable et reconnu. On avait une question à vous poser aussi avant de finir. Le mouvement Extinction Rebellion, que vous connaissez peut-être, avait fait une action anti-jet privé à l'aéroport de Cannes. C'était en plein festival, en mai 2023. En fait, ils ont envoyé des voitures télécommandées avec des fumigènes pour empêcher le décollage des engins sur l'aéroport. Alors, 3 militants ont été relaxés cette année. Est-ce que vous, votre association, l'association de défense contre les nuisances aériennes, les a soutenus? Est-ce que vous êtes en lien? Absolument, on les a soutenus parce que on trouve que il y avait pas d'équilibre entre ce qu'ils avaient fait
parce que la réalité, c'était très visible ce qu'ils ont fait, et c'était très courageux d'ailleurs, mais ils ont retardé un jet privé de 5 minutes, et ils en ont empêché au décollage, et ils en ont empêché un autre d'atterrir, et il a eu 5 minutes de retard. Donc c'était pas extraordinairement gênant, et même les journalistes qui étaient là avaient dit qu'il n'y avait absolument aucun danger. Mais donc on voulait les faire passer pour d'affreux terroristes. Et nous, on a soutenu leur action en disant que c'était tout à fait injuste. On parle d'éco-terroristes aujourd'hui même. Bah oui, mais les terroristes, ce serait plutôt ceux qui détruisent l'environnement et qui gênent tout le monde, que ceux qui disent que leur action gêne l'environnement. Mais bon, c'est un problème de langage. Comme par exemple, les problèmes de langage, ils sont très très forts pour le lobbying. Et quand on parle d'aviation d'affaires, c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. C'est un terme de lobbying, c'est de l'aviation privée. Ça fait bien de dire aviation d'affaires, ça fait tout de suite penser qu'il va y avoir des contrats, de l'emploi, etc. C'est faux, les gens qui prennent les avions privés et qui viennent à Cannes, ils viennent à Cannes parce qu'ils le valent bien, ils en ont la possibilité, ils en ont les moyens, ils le font, mais ils ne viennent pas signer des contrats. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, jamais personne, et on a signé des contrats pourtant de plusieurs centaines de millions, et jamais personne n'est venu avec un avion privé sur l'aéroport de Cannes pour signer des contrats. Ils viennent à l'aéroport de Nice et ils prennent une voiture comme tout le monde, quoi. Donc c'est vraiment de l'aviation privée de confort. Alors, questionné là-dessus, l'aéroport de Nice estime que ce sont des vols d'affaires et qu'il n'y a quasiment pas de vols de loisirs. C'est là où les deux versions s'entrechoquent. On va continuer ce débat par la suite. Je vous remercie, Albert Dauphin. On vous retrouve en deuxième partie de Médias Vivants. Non loin de Cannes, une autre destination attire les jets privés et les hélicoptères. Direction Saint-Tropez. Le nombre de mouvements d'aviation d'affaires représente 30% sur l'aéroport du golfe de Saint-Tropez. En été, c'est la commune voisine de Ramatuelle qui souffre le plus, avec 55% du trafic d'hélicoptères de la presqu'île sur son territoire. Et le tout malgré l'existence d'un aéroport et d'une hélistation à proximité. On voit même des hélisurfaces privées ou commerciales qui poussent comme des champignons, parfois dans les jardins même de propriétaires. Par exemple, en 2023, il y avait 26 hélisurfaces commerciales et 82 hélisurfaces privées sur l'ensemble du golfe. On va regarder ensemble un exemple de dérive. C'était filmé en août 2022 sur la plage de Pamplonne, connue pour ses restaurants, mais aussi pour être une zone naturelle remarquable. C'est une vidéo qui nous a été transmise par l'association Ciel Calme pour Ramatuelle. Alors c'est un exemple frappant qui reste exceptionnel d'infraction concernant la sécurité. Depuis, la préfecture n'a pas renouvelé l'autorisation de cette hélisurface privée. Mais à première vue, on pourrait se dire que c'est un combat entre privilégiés, des nantis qui se plaignent d'autres nantis à Saint-Tropez. Mais on va le voir, ce combat, en fait, c'est un intérêt public. Tout commence en juillet 2019. Des huissiers et un docteur en acoustique de Marseille sonnent à la porte d'une villa somptueuse à Ramatuelle. La villa de Dirk Wichmann, un homme d'affaires allemand qui réside là. Au départ, c'est une affaire privée. Au-dessus de chez lui, il y a un balai d'hélicoptères incessant et en hausse depuis 2017. Alors pendant des jours, les techniciens photographient, enregistrent, mesurent les vols au-dessus de chez lui. Par exemple, le 21 juillet 2019, 98 hélicoptères survolent sa maison avec des nuances sonores sévères et des infractions. Sa maison est même dévaluée. La coupe est pleine. Alors, Dirk Wichmann décide de créer l'association Ciel Calme pour Ramatuelle et ses environs. Qu'on ne s'y trompe pas, Dirk Wichmann n'est pas écolo et il l'assume. Mais il s'est rendu compte que l'État français n'était pas en mesure de fournir des informations précises, ne contrôlait pas assez ce trafic ni la création d'hélisurfaces dans les jardins.
Alors, en quelque sorte, c'est devenu son combat. Dirk Wichmann investit. Il met en place un système de radar Jet Vision, c'est un logiciel que nous avons pu consulter, avec 11 balises, des capteurs installés sur la commune avec l'aide de la mairie. Cela permet à l'association de suivre les vols de façon précise et avec des chiffres parfois plus précis que les autorités, ce qu'ils regrettent tous. Alors, face aux dérives qu'ils ont démontrées, la préfecture a dû prendre des arrêtés en 2022, en 2023, pour limiter les horaires de circulation, surtout en été, pour limiter le nombre de mouvements. Malgré ces avancées, l'association continue son combat et dénonce aujourd'hui la carence de l'État dans les tribunaux. Il dénonce le manque de contrôle, une réglementation imparfaite, le manque d'études d'impact sur ces hélisurfaces privées. L'association a même déposé une plainte devant la Commission européenne en mars 2023. 2023, la même année, le ministre des Transports, Clément Beaune, avait dû réagir face à la situation et avait dû demander au préfet du Var de diminuer de 80% les vols en hélicoptère dans la zone. Alors, on est loin du compte. L'association de Ramatuelle relève tout de même des améliorations. Moins 25% de trafic depuis 2022 sur sa commune. Mais l'association reste vigilante puisque le nombre de trafics d'hélicoptères a augmenté sur les communes voisines. Au final, le trafic n'a pas tellement baissé sur la presqu'île de Saint-Tropez. La situation, vous avez compris, est donc loin d'être réglée. Comme ce 23 mai 2024, où un hélicoptère blanc étincelant décolle d'un yacht dans le golfe de Saint-Tropez et va survoler les plages de Pamplonne. On va le voir, il va voler à des altitudes qui vont être en rouge et en orange, beaucoup trop basses. Par exemple, au-dessus des plages, il va être à un moment, au pire moment, à 30 mètres au-dessus de la plage au lieu de 300 mètres. Donc l'association Ciel Calme pour Ramatuelle l'a signalé une fois de plus. Dans ces citoyens engagés de l'association, il y a Éric Burja, que nous voyons sur la photo. Il est trésorier de l'association. Il réside dans une maison au milieu des domaines viticoles, pour ceux qui boivent du rosé à côté du château Minuti ou du domaine de la Rouillère, qui dispose d'hélisurface. Alors il connaît bien les enjeux du trafic aérien, puisque lui-même a été pilote amateur, pilote repenti, mais il a déjà recensé plus de 70 hélicoptères au-dessus de chez lui, en une seule journée. Ce transport privé, pour lui, est devenu obsolète. On va l'écouter. Ça, c'est un hélicoptère commercial, oui. C'est pas forcément tout le temps très fort, mais c'est une espèce de bruit de fond permanent. Il venait de l'aéroport de La Mole, donc l'aéroport international, de jets privés essentiellement, et d'hélicoptères, et il allait au nord de la plage de Pamplonne. C'est la grande plage, où il y a des bons hôtels pas très loin, ouais. Enfin des restaurants de plage, juste à côté. Nous, on s'est aperçu très vite que si on voulait se battre et lutter contre les hélicoptères et les abus de ce trafic, il fallait qu'on soit armé sur le plan de la réalité des faits. Donc on s'est doté d'une sorte d'observatoire en temps réel des mouvements d'hélicoptères sur la presqu'île. C'est donc ainsi devenu la seule source fiable d'informations sur la réalité des mouvements d'hélicoptères sur la presqu'île de Saint-Tropez. C'est tout à fait anormal et scandaleux que ce soit des particuliers de faire ce travail, qui devrait être la responsabilité de l'État. Quand il y a des infractions, des abus manifestes, des nuisances manifestes, les données que l'on a nous permettent d'alerter les pouvoirs publics, dans certains cas d'obtenir la fermeture des hélisurfaces, c'est arrivé. Si on prend toutes les hélisurfaces réunies, on est en quelque sorte, la presqu'île de Saint-Tropez, c'est un héliport multipiste. Donc moi je ne vois aucune légitimité, aucune raison à ce qu'en plus des aéroports qui existent déjà à proximité, de l'héliport et des stations qui existent déjà ici même dans le Golfe, je ne vois vraiment aucune légitimité à ce qu'il y ait un trafic autre, supplémentaire, d'hélicoptères sur le Golfe de Saint-Tropez. Mais les choses ont un peu changé parce que je pense que
Les opérateurs, peut-être même les pilotes, savent qu'ils sont sous surveillance, en fait, grâce à nous. L'association Ciel Calme pour Ramatuelle est en plein bras de fer avec les autorités pour exiger plus de transparence et obtenir la liste de toutes les hélisurfaces par la préfecture. La mairie de Ramatuelle les soutient. Et elle a aussi mené une procédure au tribunal administratif de Marseille et le jugement du 15 juillet dernier révèle que l'État n'a pas forcément toutes les données sur des vols d'hélicoptères entre 2017 et 2021. Nous avons rencontré le maire de Ramatuelle, Roland Bruno, que nous allons voir à l'écran. Il est étiqueté divers gauche et pour lui, il faut diminuer le trafic qui n'est pas vital pour l'économie locale. On va l'écouter. Les établissements de plage, pendant la haute saison, là où il y a le plus de mouvements d'hélicoptères, sont pleins. De toute façon, ils sont pleins. Il n'y a pas assez de matelas pour la clientèle qui est là. Donc, ce n'est pas les quelques dizaines de clients qui vont venir par hélicoptère qui vont mettre en péril l'économie de la plage. Hein. Loin de là. On demande à ce qu'on arrive à réguler ce type de transport et à arrêter de créer ce préjudice pour les habitants de ma commune. Alors vous êtes pour la décroissance des hélicoptères ? Tout à fait, ça c'est l'objectif. Parce que je suis convaincu que au point de vue économique, ça n'apporte rien. Au contraire, je considère que les nuisances parfois ont atteint un tel seuil que des personnes ont vendu leurs propriétés et sont parties. Voilà le résultat que l'on obtient. Il y a eu des levées de protestation de la part des habitants. Ça devient insupportable. Ça s'améliore, mais c'est un combat qu'on porte depuis des années et des années. La sous-préfète Myriam Garcia estime que les contrôles se sont améliorés et que la situation s'est pacifiée sur le golfe de Saint-Tropez. Pour elle, il faut sensibiliser les sociétés et les pilotes sur leur trajectoire. L'objectif est, je cite, de ne pas bloquer, de concilier les usages, de permettre une activité économique en garantissant la tranquillité publique. Et en 2024, il y a 4 hélisurfaces qui ont été interdites dans la zone. L'une d'entre elles avait été installée à 50 mètres d'une maison voisine. Alors nous avons contacté aussi la société mère de tous ces hélicoptères, le groupe Eola, basé à Monaco. C'est eux qui dominent le marché. Alors je n'ai pas eu de réponse de leur part, ils ne souhaitent pas communiquer. Alors on a fouillé dans les comptes de certaines sociétés, notamment Daily Sécurité. On voit dans les comptes que l'activité charter fait face à un ralentissement du fait de l'image négative du transport des hélicoptères et des nouvelles limitations mises en place. En 2021, dans Var Matin, le quotidien, les sociétés d'hélicoptères ont essayé de répondre face à ceux qu'ils appellent leurs détracteurs. Les compagnies assurent faire des efforts pour adapter leur trajectoire, moins survoler les zones habitées. Et surtout, certains auraient investi dans des hélicoptères moins bruyants et pouvant transporter plus de passagers. Et si maintenant, après la soirée, on partait à Cannes pour le week-end ? Eh ben, on a fait une simulation sur le site de l'aérodrome d'Aix-les-Milles pour un trajet pour deux, pour ce soir, en jet privé. Voici ce qui apparaît pour un trajet de Marseille à Cannes. La meilleure offre est à 3 500 € pour 36 minutes de vol. Pour un jet plus grand et plus luxueux, on trouve un Falcon 2000S à 6 560 €. Cette réservation passe par une application, Flymove, qui propose aussi de découvrir les vols à vide pour s'initier à l'utilisation des jets privés pour, je cite, « optimiser les vols à vide ». Une sorte de covoiturage en phase de test au niveau des aéroports de la Côte d'Azur. Contacter la société Flymove, qui a rejoint le lobby EBA, ne souhaite pas communiquer. Mais elle nous a expliqué que ces vols existaient bien sur le logiciel. D'autres compagnies de jets privés veulent se montrer moins élitistes, à coup de grands renforts de publicité sur les réseaux sociaux. Elles promettent des offres moins chères que les vols commerciaux, ou alors de partager des vols en jet privé. Le tout en promettant de compenser 100% des émissions de CO2. Et ça ne s'arrête pas là. Après les jets et les hélicoptères, aura-t-on bientôt des taxis volants sur la Côte d'Azur? Vous en avez entendu parler en vue des Jeux Olympiques à Paris. Fin août, on a appris qu'une réunion s'est tenue à Saint-Tropez. Une équipe de Lilium Jet est venue présenter ces jets électriques qui atterrissent et décollent à la verticale pour une installation d'ici 2026. Alors, les aéroports de la Côte d'Azur l'annoncent déjà, ils sont associés à ce projet.
avec une promesse, réduire de 95% les empreintes carbone par rapport à un hélicoptère classique. Et dans un futur, ils espèrent aussi créer des avions commerciaux électriques. Mais ces taxis volants ne sont pas encore homologués. Déjà côté au Nasdaq, la société dit avoir récolté 1,5 milliard de dollars pour ce projet et a des investisseurs importants qui les soutiennent, comme BlackRock. Pour eux, évidemment, la région est à fort potentiel. Dans leur espoir futur, un trajet Saint-Tropez-Cannes coûterait dans les 100 €, 200 € pour un Saint-Tropez-Aix-en-Provence. Le tout pour toujours démocratiser les vols. Le groupe des aéroports de la Côte d'Azur assure que le but ne sera pas d'augmenter le trafic, mais les associations n'y croient guère avec l'arrivée potentielle d'une nouvelle clientèle. L'été 2024 a été le plus chaud jamais mesuré sur la planète. Les défenseurs de l'aviation aiment à rappeler que le trafic aérien ne représenterait que de 2 à 3% des émissions mondiales de carbone. Mais au-delà de l'empreinte carbone, l'aviation reste le symbole d'importantes inégalités sociales et environnementales. Car chaque année, 90% de la population mondiale ne prend pas l'avion. En France, les cadres volent 17 fois plus que les ouvriers. Quant aux jets, qu'ils soient utilisés pour les affaires ou pour les loisirs, ils sont les symboles de tous les excès, d'une impunité des plus aisés. Quand ces avions privés décollent des aéroports du Bourget ou de Cannes, ce sont les cités de Seine-Saint-Denis ou de la Boca qui les survolent au plus près.